Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine. Faut-il, oui ou non, intégrer la Turquie dans l'Europe? La Turquie, qui avait déposé sa première demande d'adhésion en 1963, a obtenu, vous le savez, in extremis, un accord de l'Union européenne à Luxembourg. L'Union européenne vient d'accomplir donc un pas important, arraché de haute lutte, mais c'est vrai que c'est une Europe pour la moins bougonne qui a décidé de traiter avec la Turquie. Un sujet hautement d'actualité. Comment l'Europe donc perçoit-elle l'arrivée programmée dans son giron d'un pays puissant à majorité musulmane? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités ici présents, à commencer par Gilles Doron-Soro. Bonjour, vous êtes un grand spécialiste français de la Turquie contemporaine et du monde contemporain, co-auteur de La Turquie conteste, CNRS édition. Et à vos côtés, Franck Frégosi, bonjour. Vous êtes vous co-auteur des Musulmans de France et d'Europe, pareil aux éditions CNRS. Alors tout de suite, en guise de reportage et en préambule, je dirais, à cette émission, écoutez ce que pense de la Turquie Jacques Delors. C'était à Lille lors des semaines sociales devant les caméras de KTO. Vous savez que pour la Turquie, au début des années 60, les dirigeants de la communauté européenne d'alors avaient promis une union douanière à la Turquie. Et bien entendu, cette union douanière ne s'est pas faite très rapidement. Moi-même, quand j'étais président de la Commission et que le président des États-Unis me parlait comme à Jean-Claude de la Turquie, je traînais les pieds. J'avais mes raisons. Il suffisait de voir comment se déroulait la vie démocratique, le respect des convictions des uns et des autres dans la Turquie de l'époque. Sans parler, bien entendu, mais il faut en dire un mot, de la corruption. Bien. Alors, cette évolution s'est faite, toujours la contradiction entre l'idéal et la nécessité, et à un moment donné, nos chefs d'État et de gouvernement ont décidé que la demande de la Turquie était recevable. Ça ne veut pas dire acceptée, recevable, et qu'il fallait l'étudier. Qu'après avoir pris cette décision, on assiste de la part d'hommes d'État ou d'hommes responsables dans nos différents pays à des prises de position nettes et sans bavure sur la Turquie, ça fait mal à l'Europe. Parce qu'on pourra dire non ou oui pour de bonnes raisons, on les aura mûries, mais tout cela est mauvais, parce que le contexte nouveau est le suivant, sous forme d'une question et sous forme d'un constat. La question, est-ce que la Turquie est vraiment, comme les critères du Conseil européen le demandent, une démocratie pluraliste, respectueuse des droits de l'homme et de la femme? Il faudra en juger parmi les trois conditions que l'on a mises pour les autres pays. Ça, cette question, moi j'attends de lire les rapports pour le faire. Et je ne veux pas avant hurler pour souvent des besoins nationaux ou dans certains pays pour faire peur aux gens. Vous savez, nous avons mené comme militants, avant d'être aux affaires, la question de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Pour ceux qui sont français, rappelez-vous que nous étions une minorité à dire ces nouvelles démocraties, c'est un bonheur de les accueillir, et sur le plan économique, ce sera un jeu gagnant-gagnant. Mais les mauvais apôtres étaient nombreux. D'ailleurs, certains qui sont encore en vie remettent ça pour la Turquie comme ils ont remis ça pour la Pologne. Alors là, nous sommes devant des formes de nationalisme implicite qu'il faut combattre. Ça, c'est un constat. C'est une question. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, le monde islamiste joue un rôle dans le monde, il existe, il est partagé entre deux tendances, une tendance à l'intégrisme, à la confusion entre foi et politique, et une tendance à ce qu'on appellerait, parce que c'est le mot qui a servi pour expliquer notre propre évolution, une modernisation, ce qui veut dire une adaptation au monde tel. Nous avons connu ça, nous, avec notre propre Église. Bon, est-ce que l'Europe, en disant non, sans bons arguments à la Turquie, ne sert pas les intégristes et les extrémistes? Est-ce que l'Europe, en se privant peut-être d'accueillir la Turquie, ne va pas couper son influence dans une partie du monde, et l'influence de l'Europe telle que l'a décrite Jean-Claude? Voilà les questions qui se posent. Mais je suis scandalisé par les hommes politiques qui maintenant
d'anciens premiers ministres en France disent non définitivement à la Turquie. Vous ne rendez pas compte le mal que cela nous fait dans l'ensemble du monde islamiste, car nous apparaissons comme un club chrétien. Voilà, nous apparaissons comme un club chrétien, vient de dire Jacques Delors. Gilles de Ronçonneau, retour sur ce plateau de KTO Magazine. C'est vrai que la négociation d'adhésion s'est faite dans un climat pour le moins de tension palpable, avec la montée des discours anti-turcs qu'on a entendu, l'occasion de marchandage que cela a représenté dans l'Union européenne. Aujourd'hui, un pas important a été franchi. On n'est pas au bout de nos peines non plus. Ah non, pas du tout, puisque l'horizon, c'est 15 ans, 10-15 ans, pour l'adhésion éventuelle. Moi, j'aimerais revenir rapidement sur l'intervention de Jacques Delors. D'abord, une intervention courte, mais extrêmement intéressante. D'abord, en relevant que dès les années 60, la Commission européenne avait reconnu le droit de la Turquie à faire partie un jour, éventuellement, de l'Union européenne, enfin de la CE à l'époque. Mais personne n'y croyait. Voilà. Et véritablement, on assiste... Ni même Jacques Delors, visiblement. Ni même Jacques Delors. Et on assiste, deux coups d'État, 71-80, une situation démocratique, comme l'a dit Jacques Delors, qui est encore aujourd'hui contestable. Et surtout, on a une évolution qui s'accélère à partir de l'adhésion de la Grèce. Il faut voir qu'il n'y a pas de mystique européenne en Turquie, mais la grande dynamique d'adhésion, une espèce de consensus national sur l'adhésion, vient du fait que la Grèce a adhéré à l'Union européenne. Et donc, il y a un rapport de concurrence. Et la Turquie a eu peur d'être marginalisée, d'être laissée sur la périphérie, comme elle l'est actuellement. J'aimerais revenir maintenant sur deux autres choses dans l'intervention de Jacques Delors. Première chose, à propos de l'intégrisme. L'intégrisme est une forme d'adaptation, est une forme de modernité. Pas sympathique, on est d'accord, mais c'est une forme de modernité. Il faut faire attention à ça. Et la deuxième chose, c'est sur les conséquences possibles d'un refus de l'Union européenne. Et là, je crois que le vrai problème n'est pas particulièrement l'intégrisme, c'est le nationalisme. On a vu en France, alors sous des couleurs altermondialistes et autres, un refus de la supranationalité, de la construction européenne en France avec le référendum. On l'a vu très clairement, c'est un problème de nationalisme. Et ce qui peut se passer en Turquie, c'est effectivement une montée du nationalisme. C'est beaucoup plus ça le problème central, je pense. Alors, c'est vrai que la Turquie est un pays pour le moins contradictoire. D'un côté, des populations urbaines, donc très occidentalisées, et puis parallèlement, des milieux sociaux et ruraux beaucoup plus conservateurs, avec là des populations qui ont été au fil du temps réislamisées. En fait, on a une très mauvaise idée de la Turquie ici en Occident. Et c'est du fait de ce contraste précisément ? Alors, je crois que dans ce que vous venez de dire, il y a une chose importante, c'est que vous avez les deux en Turquie. C'est-à-dire que vous avez à la fois des milieux extrêmement occidentalisés, ou alors des milieux, disons, qui sont dans une espèce de modernité européenne. Bon, vous êtes dans certains quartiers d'Istanbul. Bon, alors la langue est différente, certes, mais c'est pas plus étrange que le suédois pour nous. Mais dans les modes de vie, dans les comportements, dans l'habillement des femmes, bon, vous avez quelque chose de très proche de ce qu'on est. Et puis, évidemment, dans les mêmes villes, parfois, vous avez des quartiers qui ont été, disons, réislamisés, pour dire comme ça. Et là, évidemment, les femmes portent le voile, vous avez des comportements sociaux assez différents, vous avez une pratique religieuse très forte, etc. Donc vous avez les deux dans le même pays. Alors l'honnêteté consisterait à ne pas prendre la Turquie qui nous arrange et à bien dire, vous avez tout en Turquie, vous avez tout en même temps. Donc, à partir de là, quel est notre pari ? Notre pari, c'est que la Turquie qui va gagner, la Turquie, le sens un peu de l'histoire turque, si vous voulez, c'est cette espèce d'européanisation. Et l'autre pari consiste à dire non, ils sont tellement différents qu'il ne faut pas en parler, etc. Mais je crois qu'il faut poser le débat, il faut poser la question, il faut le dire aux gens clairement. Vous avez un peu tout ça actuellement en Turquie. Alors justement, peut-on parler d'opposition entre l'État d'un côté et la société civile de l'autre ? La société civile qui en Turquie peut jouer une sorte de vecteur de démocratisation ? Non. Non. C'est-à-dire que profondément, le terme de société civile opposée à l'État, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Ça se passe pas comme ça. Vous avez des connexions, des passerelles sans arrêt entre les institutions étatiques et des groupes privés. Donc il n'y a pas du tout cette opposition frontale. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qui porte le projet européen en Turquie. Vous avez le grand patronat, pour des raisons économiques sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Vous avez des lobbies, des groupes, si vous voulez, comme les Kurdes, qui ont tout à gagner à l'Union européenne. Quand on fait des sondages dans le sud-est, régions peuplées de Kurdes majoritairement, vous avez 80-90% des gens favorables, alors que nationalement, vous êtes plutôt autour des 2 tiers. Pourquoi ? Parce que
pour eux, l'Union européenne, c'est la fin de la torture systématique, ce qui a été réalisé vers 2000. Pour eux, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est peut-être la possibilité de parler leur langue beaucoup plus librement, etc. Et puis, vous avez des intellectuels libéraux, notamment ceux qui ont organisé le mois dernier ce colloque sur lequel il faudra revenir sur le génocide arménien. Un colloque qui marque une vraie rupture dans l'histoire intellectuelle de la Turquie. Et donc, eux, pour des raisons évidentes, sont pour des grands romanciers comme Orhan Pamuk, par exemple. Ceux-là, pour des raisons culturelles, idéologiques, sont pour l'Union européenne. Donc voilà, donc c'est cette espèce de conjonction de différents groupes qui portent le projet européen. Est-ce que la Turquie représente en fait une singularité, une spécificité au sein des pays musulmans? Ou est-ce qu'on peut la comparer à des pays comme l'Iran, l'Irak, l'Égypte ou encore les pays du Maghreb? Vous avez en Turquie un système politique concurrentiel. C'est pas tout à fait la démocratie, mais ça veut dire qu'il y a vraiment des partis politiques qui mènent des vraies campagnes électorales. Vous avez un respect beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il y a quelques années des règles démocratiques, même si l'armée reste un acteur politique important, ce qui n'est pas tolérable. Enfin, d'un point de vue normatif, pour nous, c'est pas tolérable, je pense. Vous avez donc une situation qui n'a rien à voir avec la Tunisie, qui est une dictature, un régime autoritaire. Vous n'avez pas rien à voir non plus avec l'Égypte, où les élections, vous savez, sont un tout petit peu arrangées, et certainement pas avec l'Iran non plus. Donc on peut aujourd'hui dire que la Turquie représente dans les pays musulmans véritablement ce qui probablement se rapproche le plus de la démocratie. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure de la nature un peu, je dirais, sécuritaire du régime en place, que l'Europe, bien sûr, condamne aujourd'hui. Le coup d'État de 80, dont vous parliez également tout à l'heure, a permis quand même de dépolitiser la société. Ce régime sécuritaire, il représente quoi aujourd'hui ? Alors, ce qu'on avait appelé dans ce collectif-là, donc la Turquie conteste, ce qu'on avait appelé le régime sécuritaire, c'était un régime mis en place en 80 après un coup d'État qui avait des tonalités fascistes, véritablement, pas de manière métaphorique comme on disait, non, véritablement des tonalités fascistes. Ce coup d'État a mis en place un système de double commande. Vous aviez d'un côté le gouvernement civil, de l'autre côté les militaires, qui véritablement dirigeaient le pays, et ça a duré jusqu'à la fin des années 90, ce qui est hier, véritablement, il y a quelques années. Et puis, sous pression notamment de l'Union européenne, sous pression aussi du grand patronat, sous pression de certains groupes, vous avez eu une transformation réelle du régime, surtout à partir des élections de 2002, qui permettent l'arrivée au pouvoir d'un parti majoritaire, alors qu'en général c'est des coalitions beaucoup plus fragiles, des gens qui ont un trajet islamiste dans les années 70-80, comme Erdogan, l'actuel Premier ministre, mais pour qui la transformation du régime est une priorité, donc une démocratisation du régime. Et on arrive progressivement, depuis 3-4 ans, à un repli, un retrait de l'armée, dans certaines limites. La fin de la torture, je le disais, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la sécurité des citoyens, et de manière générale, une plus grande liberté de parole avec des limites. Par exemple, le grand romancier Orhan Pamuk, dont le livre Neige vient d'être traduit en français, est actuellement, a été inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, à l'honneur du pays, je ne sais plus, parce qu'il avait parlé du génocide arménien. Donc vous avez encore des pôles de résistance assez forts de l'État sécuritaire. Alors précisément, depuis ce coup d'État des années 80, il y a eu quand même donc une prise de distance par rapport au régime passé, notamment celui du kémalisme. Est-ce que vous pensez que la nouvelle donne aujourd'hui permet de faire le tri entre les bons et les mauvais ? Je crois que le kémalisme fonctionne maintenant de façon, j'allais dire, c'est un fétiche idéologique. C'est-à-dire que tout le monde a un portrait d'Atatürk. Les gens de droite, de gauche, de n'importe quelle opinion politique se réclament d'Atatürk, de manière pratiquement unanime. Une sorte de société unie et sans classe. Non. En pratique, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous mettez l'étiquette Atatürk et après, la vraie discussion commence. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas une idéologie qui, en tant que telle, a un pouvoir aujourd'hui mobilisateur très fort. Ce qui reste, c'est notamment à l'école, des cours d'idéologie, c'est-à-dire une volonté d'embrigader la jeunesse, qui aujourd'hui a beaucoup moins d'impact, parce que simplement, vous avez la globalisation, vous avez des gens qui écoutent du rap américain, donc vous avez une ouverture culturelle extrêmement forte, et puis des télés qui émettent vers les Turcs, mais de l'étranger, donc qui ne sont pas sous le contrôle gouvernemental. Donc de fait,
l'idéologie kémaliste reste une espèce de fétiche. Hein. Il n'y a plus de contenu réel, l'idéologie kémaliste. Alors vous pensez que l'extension européenne peut constituer le prémisse d'une logique de décloisonnement en fait, de la Turquie aujourd'hui telle qu'elle est? Alors, on va poser la question un tout petit peu différemment. On va dire, aujourd'hui, des négociations ont été ouvertes, enfin, quelques jours. Bon. On a 10 ans, 15 ans devant nous. Là-dessus on peut réfléchir. On ne peut pas réfléchir sur l'adhésion aujourd'hui parce que l'état de l'opinion, on ne le connaît pas dans 15 ans. Aujourd'hui, c'est clairement non, mais dans 15 ans, on ne peut pas savoir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la transformation très profonde de la Turquie qui est en train de se passer est en grande partie pilotée par ce projet d'adhésion. Donc, les bénéfices pour la Turquie ici sont absolument vitaux, fondamentaux. Il faut le dire. On fait beaucoup de bien à la Turquie. Alors, il y a des aspects négatifs, notamment le fait que, par exemple, le Parlement turc est en train d'avaliser de manière extrêmement mécanique ce qu'on appelle l'acquis communautaire, alors, sans véritable débat politique, ce qui n'est pas très bon pour une société. Il y a un peu une dépossession politique. Mais il y a aussi des aspects très positifs, c'est-à-dire plus de liberté, c'est-à-dire une rationalisation aussi de certaines législations, une lutte contre la corruption. Jacques Delors aussi parlait de la corruption, mais il y a au moins dans certains secteurs une lutte contre la corruption, une remise en ordre des comptes nationaux, par exemple, etc. Donc, globalement, le processus d'adhésion est un processus extrêmement, extrêmement bénéfique. Oui, c'est une sorte de mise aux normes européennes qui est salutaire, en fait. Alors, on peut dire aux normes européennes, et puis je dirais d'un point de vue moral, aux normes de droit de l'être humain aussi, homme, femme. Donc oui, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que simplement l'Union européenne derrière. Ouais. On a vu que certains États ont eu une attitude quand même très ambiguë vis-à-vis de cette entrée de la Turquie dans l'Union européenne, je pense à la France en particulier, et à son président, dont on n'a jamais su comment il se positionnait par rapport à cette question. Alors, Jacques Chirac avait une position extrêmement ferme et très claire dans les années 70-80. Il disait non. Il disait la Turquie n'appartient pas culturellement à l'Union européenne. C'est une véritable trahison que de vouloir l'adhésion de la Turquie. Bon, il a changé d'avis. Bon, pour des raisons sur lesquelles je ne me prononcerai pas ici. Mais ce qui me paraît grave dans tout ça, c'est que le débat n'a pas vraiment porté sur la Turquie. Et ça, vous pourrez en parler bien sûr. Le débat n'a pas tellement porté sur la réalité de la Turquie, sur quelque chose qu'on devrait faire. C'est est-ce que c'est notre intérêt ou pas ? Pas de grandes déclarations métaphysiques sur la lutte de l'Occident et de l'Orient. Est-ce qu'on a intérêt à avoir un pays de 70 millions, bientôt 80, qui travaille beaucoup, qui, par contre, a un niveau de vie qui est encore largement inférieur au nôtre, qui nous offre quand même une ouverture stratégique sur des régions vitales pour nous, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, au lieu de partir sur des questions de culture et autres, dire simplement est-ce qu'on y a intérêt ou pas ? Voilà. Et je pense que ce serait une façon plus saine de poser la question. Et la position française est tout sauf ça. La position française et des autres États européens. Les Britanniques veulent des Turcs pour couler l'Europe politique. Les Français sont coincés dans une série de déclarations et de faux semblants diplomatiques, alors que même en France, tous les grands partis pratiquement aujourd'hui sont contre. Il y a un véritable problème. Le PS est en bascule comme on sait, mais si Fabius, Montebourg et autres gagnent, c'est non à la Turquie. Donc, est-ce que la position de Chirac est encore tenable ? Moi, j'ai peur que les gens se sentent dépossédés de leurs décisions et de leurs opinions. Je crois que là, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse de ce point de vue. Ouais. Vous pensez que le résultat du référendum sur l'Europe aura contribué également à fragiliser ce sentiment anti-turc que l'on a aujourd'hui ? Très profondément. Le référendum sur l'Europe, le non a été un non nationaliste, il faut le dire et le redire, même avec un habillage altermondialiste, c'est un non nationaliste. C'est un nom qui concernait en partie la Turquie. La campagne de Villiers, par exemple, c'est une campagne contre la Turquie. Il faut le dire. Et le fait qu'il y ait eu un nom, on aurait dû à ce moment-là quand même peut-être se poser des questions et puis ne pas avoir un processus concret d'adhésion qui a été la catastrophe pour la démocratie et puis pour simplement un minimum d'honorabilité où l'Autriche, une position très négative qui au dernier moment accepte le processus moyennant l'ouverture de négociations avec la Croatie. Tout ça, ça donne l'impression de petit marchandage alors que la décision est absolument historique, que les intérêts en jeu sont considérables. Voilà.
Ouais, si vous parlez de l'élargissement, il y a quand même une mystérieuse alchimie de cet élargissement. On a vu des pays qui étaient très rivaux pendant tout un temps, qui étaient en guerre, qui dénonçaient des pratiques d'épurage ethnique et qui aujourd'hui en fait s'allient dans le même but en fait. C'est un cas, alors là, bon, sans vouloir rentrer dans les problèmes théoriques, mais on nous a toujours expliqué que les États avaient des intérêts fondamentalement différents, qu'il y avait un égoïsme étatique sacré, etc. Et on se rend compte que la mécanique d'adhésion fait tomber toute cette construction intellectuelle. C'est-à-dire que la Grèce défend la Turquie, l'Allemagne défend la Pologne. Voilà. Donc c'est une, et il faut préciser, enfin il faut le dire, l'Union européenne est probablement la chose la plus ennuyeuse du monde. Mais en même temps, c'est probablement la seule véritable révolution. Alors bon, peut-être en dehors de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, mais la plus grande révolution depuis les années 50-60. C'est quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de l'Europe, même plutôt dans l'histoire du globe. Hein. Alors on a bien compris les avantages, vous nous avez décrits pour la Turquie, les avantages vraiment maintenant pour l'Europe. C'est vraiment la création d'une très grande zone de libre-échange qui sera mise en place et qui permettra en fait des résultats économiques à la hauteur de ceux qu'on peut escompter. Tout ça et j'allais dire, les avantages de la Turquie pour la Turquie sont assez clairs, faciles à définir, fondamentalement. Bon. Pour l'Europe, c'est compliqué. Quelle Europe? On ne sait pas. Les gens qui ont dit non au référendum nous ont expliqué qu'il y avait un plan B. N'étant pas journaliste, je ne suis pas toujours très au courant de l'actualité, mais vous n'avez pas vu de plan B dernièrement. Non, il n'y a pas eu de plan B. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présidence Blair, visiblement, a eu pour objet essentiel de bloquer tout progrès institutionnel. Et ils ont réussi, et donc il ne se passera rien pendant la présidence Blair. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On laisse tomber, on reprend des référendums dans les pays qui n'ont pas encore voté. On fait quoi? Et concrètement, ça veut dire qu'on se dirige vers une Europe beaucoup plus intégrée, où l'adhésion de la Turquie sera un renforcement d'institutions de fait supranationales, auquel cas vous voyez que les avantages sont des avantages faciles à calculer. On a 80 millions de personnes qui travaillent en plus, on a des gens qui n'ont pas de problème de retraite, et on a une ouverture stratégique sur le Moyen-Orient. Voilà. Si on va vers une zone de libre-échange, ça se calcule de façon tout à fait différente. On ne va pas vers un renforcement, on va vers une dilution. Mais ça, ce n'est pas les Turcs qui pourront nous répondre, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait de notre processus? Voilà. Donc je dirais que là, c'est l'incertitude. La vraie incertitude n'est pas du côté des Turcs, elle est du côté des Européens. Voilà. Alors, avant de parler de la religion et de la présence chrétienne en Turquie, peut-être un mot quand même sur ces fiançailles. Là, on est en somme rentré, comme on dirait sur cette chaîne catholique, dans une période de fiançailles avant le mariage, où on va se tester. C'est vrai que la Turquie a du chemin à faire quand même, parce qu'il faut qu'elle remplisse les fameux critères de Copenhague, fixés par l'Union, dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'elle devienne une véritable démocratie libérale, ce qui n'est pas forcément encore le cas. Il faut qu'elle instaure cet état de droit, l'égalité absolue entre l'homme et la femme. L'économie de marché, on semble s'y diriger, mais il y a aussi une liberté d'expression qui n'existe pas encore forcément sur place et qui est vraiment réclamée de toutes parts. Donc on voit il y a quand même une série de critères auxquels la Turquie devra faire face et répondre donc aux vraies attentes des Européens en la matière. Oui, alors moi ce qui m'inquiète, c'est que vu les conditions de l'ouverture de la négociation, on risque d'avoir ce jeu extrêmement pervers qui consiste à mettre la barre à chaque fois un peu plus haut. Et ça naît de l'ambiguïté, où on dit en fait on accepte les Turcs parce qu'on ne veut pas dire non. C'est un coup de dire non, ça se paye cher. Et puis Condoleezza Rice téléphone aux leaders européens pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Donc bon, on a du mal à dire non. Mais en même temps, on se dit les Turcs n'y arriveront pas, donc on va tout faire pour compliquer le processus d'adhésion. Donc là, il y a quelque chose de potentiellement un peu pervers. Sinon, pour l'économie de marché, c'est pas tout à fait fait quand même. Il y a des investissements directs extrêmement faibles des États européens. C'est très difficile d'investir directement en Turquie. Donc là, on a des vrais problèmes, des vraies tensions potentielles. On a une mise aux normes des PME turques qui n'est pas du tout faite. Normes sociales, fin du travail des enfants, qui est encore une réalité en Turquie, etc. Pour l'état de droit, sur le papier, tout est là. Et il y a des vraies modifications, mais qui prendront du temps. Et je crois que pour les aspects démocratiques, là, tout dépend très largement des prochaines élections. Est-ce que l'AKP, donc le parti actuellement au pouvoir, va remporter les prochaines élections? Est-ce qu'on va arriver
au retour aux affaires de ces partis nationalistes très liés aux mafias, comme le MHP, comme le Parti de la Juste Voix, tous ces partis qui ont profondément perverti et pourri le système politique turc. Est-ce que ces gens-là vont revenir au pouvoir ? Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je dirais pour la démocratie, l'exercice concret de la démocratie, on est loin d'être au bout du chemin. Et je dirais que pour la liberté d'expression sera finalement le résultat de tout le reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les procureurs de la République turque n'ouvriront plus un procès quand quelqu'un dira « il y a eu un génocide arménien ». Donc ça, à mon avis, c'est plutôt une condition. Enfin, ça viendra après, quoi. Alors concernant maintenant la liberté d'expression religieuse en tant que telle, c'est vrai qu'on peut donner quand même quelques chiffres. Donc la Turquie, pour l'instant, a une population donc, de 66 millions d'habitants. À moins que les chiffres aient évolué là récemment, mais dans ces eaux-là, à 98% musulmanes. Les chrétiens représentent 0,6% donc, de cette population. Ils seront répartis entre chrétiens orthodoxes, qui dépendent du patriarcat œcuménique de Constantinople, et catholiques du rite arménien, latin, syro-catholique, byzantin, maronite. On voit qu'il y a un patchwork très représentatif de l'ensemble des chrétiens dans le monde. Donc la population chrétienne est très minoritaire. Est-ce qu'elle a vraiment droit de cité d'une part et droit de parole d'autre part? Alors, je vais vous répondre à cette question, puis après on abordera peut-être le fait que les musulmans sont loin d'être un groupe homogène, en fait. Mais d'abord, les chrétiens sont de fait marginalisés. La fin de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la guerre de 14-18 qui a entraîné la fin de l'Empire ottoman, a vu le génocide arménien en 1915, mais aussi l'exode d'une grande partie des populations chrétiennes qui étaient extrêmement implantées dans le sud-est de la Turquie. Donc en fait, bizarrement, on est passé, et tragiquement, on est passé d'une société multiculturelle à une société beaucoup plus homogène, ethniquement, notamment dans le sud-est. C'est-à-dire que le sud-est n'était pas une région uniquement kurde du tout. Et elle l'est devenue parce que tous les chrétiens ont été liquidés, expulsés, massacrés, etc. Bon, aujourd'hui, ce processus d'homogénéisation continue très largement. C'est-à-dire que les villages chrétiens du sud-est sont quand même fondamentalement de l'ordre de l'exception, de la curiosité culturelle, même si, effectivement, ils tiennent des monastères, des fondations, soit à Istanbul, soit dans le sud-est, soit ailleurs. Donc, le rôle politique est nul. Par contre, c'est toujours un test important du rapport avec l'État turc. C'est-à-dire, est-ce qu'on pose des conditions particulières aux fondations religieuses, chrétiennes? Est-ce qu'on accepte facilement le fonctionnement des écoles? Est-ce que la presse arménienne qui existe, à Istanbul notamment, continue à fonctionner sans problème, etc. Mais ça n'est pas véritablement un problème central. Il y a peut-être quelque chose de plus récent qui est peut-être plus intéressant, c'est la montée d'un prosélytisme protestant en Turquie, qui n'est pas un fantasme des islamistes. Et véritablement, vous avez une pénétration religieuse, alors pour le moment marginale, mais qui est dynamique, extrêmement dynamique, des protestants en Turquie. Et ils essayent dans tout le Moyen-Orient. Mais en Turquie, ça marche parce que c'est une société plus ouverte et vous avez des cas de conversion réels. Importés par le pouvoir américain Alors, pas directement par le pouvoir américain. Qui veut faire en sorte que la Turquie soit le cheval de Troie de l'Europe, non? Voilà, et puis il y a un vieux projet, vous savez qu'il y avait des missionnaires protestants, catholiques aussi, mais beaucoup protestants au XIXe siècle, sous l'Empire ottoman, qui n'ont pas eu d'ailleurs toujours un rôle très positif dans les rapports entre communautés. Et il y a quand même, chez certaines franges un peu extrémistes du protestantisme, il y a quand même l'idée que la Turquie a bien été chrétienne à un moment et que, bon, voilà, un peu du rollback religieux, si vous voulez, pour passer la comparaison. Et puis maintenant, j'aimerais revenir sur la question qui est beaucoup plus centrale en Turquie, c'est le fait que 98% de musulmans, en fait, non. En fait, vous avez, on ne sait pas exactement, mais peut-être un quart, peut-être un tiers pour certains, disons un quart, de la population musulmane qui est en fait alévi, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans le grand rite sunnite, qui est majoritaire en islam, à 90%. Et donc ces gens-là ne sont même pas reconnus comme musulmans par les sunnites. C'est donc une forme hétérodoxe, influencée par le chiisme, où les gens ne vont pas à la mosquée, où le ramadan souvent n'est pas pratiqué, etc., etc. Et donc, dans cette forme religieuse, là se pose véritablement le rapport à l'État.
L'État ne reconnaît pas les alévites. C'est une forme musulmane sécularisée en quelque sorte? Pas sécularisée, c'est une forme en fait syncrétique qui vient d'une fusion entre certaines croyances pré-islamiques, culte au soleil, des choses comme ça, et puis des pratiques importées du chiisme, notamment le culte d'Ali, enfin la vénération plutôt, la vénération pour Ali, des choses comme ça. Hein. Donc c'est très confus, hein. D'ailleurs il n'y a pas un alévisme très très bien défini. Hein. Bon, alors ces gens-là, quel statut ils ont? Par exemple en Allemagne, ils ont été reconnus comme religion, ils ont le droit de donner des cours d'alévisme. Ils ont fait un petit catéchisme à Lévi, ils donnent des cours d'alévisme. En Turquie, c'est pas du tout le cas. Il y a une méfiance très forte de l'État, qui est historiquement évidemment, hein, c'est la suite de l'Empire ottoman, qui est très liée au sunnisme. Hein. Donc il y a une méfiance très forte de l'État. Là, la véritable question de la liberté religieuse, à mon avis, se situe là, chez les alévites. Parce que donc, la Turquie est effectivement héritière de ce grand empire, hein, qui a eu sa civilisation et donc qui conserve encore beaucoup de valeurs à la fois spirituelles et morales. Oui, et puis très concrètement... Et les Turcs ne se reconnaissent pas forcément dans l'Europe laïcisée qui est la nôtre aujourd'hui. Il peut y avoir un décalage aussi qui serait à ce niveau-là. Il peut y avoir un décalage. Alors moi j'aimerais revenir sur la question dite de la laïcité, parce que, en fait, toute la tradition de l'État turc, qu'il soit ottoman ou républicain, c'est le contrôle du religieux. Hein. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le religieux s'émanciper. Donc c'est pas du tout une laïcité à la française, hein, c'est une espèce de tarte à la crème. On dit la Turquie est un pays laïque, pas du tout. Turquie, c'est un pays où il y a une religion de fait, une religion d'État, qui est le sunnisme. Vous avez un ministère des cultes qui est extrêmement fort, et il est difficile de faire du religieux en dehors de ce ministère. Le projet des islamistes notamment, et aujourd'hui encore d'Erdogan, qu'est-ce que c'était? C'était de dire, nous on veut une vraie laïcité. C'est-à-dire qu'on veut que l'État n'intervienne plus dans les affaires religieuses. Voilà, c'est ça le point. Donc vous voyez comment on est toujours à front renversé. Ouais. Hein. Et donc, pour eux, le modèle absolu, le modèle de tous les gens religieux en Turquie, qu'est-ce que c'est? C'est les États-Unis. Parce que là, vous avez c'est pas du tout la fusion du politique et du religieux. C'est enfin que l'État nous laisse faire ce qu'on veut faire. Alors, avant de passer à notre deuxième invité, peut-être un dernier mot sur les papes et la Turquie. Alors, il y a eu Jean XXIII qui, lui, connaissait bien la Turquie pour y avoir vécu pendant 10 ans. Il a écrit dans son journal de l'âme qu'il aimait beaucoup la Turquie et que les Turcs avaient leur place dans la civilisation humaine. Et donc, indirectement, on peut lire ça de façon sibylline dans l'Europe. Et puis, il y a d'un autre côté Benoît XVI, qui est arrivé donc récemment aux affaires et qui, lui, se montre très prudent concernant la Turquie à travers différentes déclarations récentes. Il avait déclaré, notamment lorsqu'il était cardinal, le cardinal Ratzinger, la Turquie pourrait essayer de faire naître un continent culturel avec les pays arabes qui lui sont voisins. Une idée qui n'est pas contradictoire, disait-il à l'époque, avec des formes d'association et de collaboration étroites et amicales avec l'Europe. Donc celui qui est devenu pape aujourd'hui prône, lui, davantage pour un partenariat que pour une véritable adhésion. Alors sur ces deux volets-là, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un volet qu'on doit relever parce qu'il relève une certaine mauvaise foi, si je peux me permettre. C'est l'idée que la Turquie pourrait constituer une espèce de marché commun islamique, enfin quelque chose comme ça. C'était le projet des islamistes turcs. Donc vous voyez, c'est intéressant. Et le problème, c'est que ça ne marche absolument pas. Hein. Toutes les théories à base de clash des civilisations, de choc des civilisations, etc., nous expliquaient que la Turquie, finalement, c'était le leader naturel de tout un monde musulman ou turcophone, etc. C'est pas comme ça. La Turquie est à la périphérie de l'Europe et elle va rester à la périphérie de l'Europe, économiquement, culturellement, sur tous les plans. Donc, il y a deux solutions. Ou on fait un partenariat, hein, ou on les intègre. Mais l'idée qu'il y ait une troisième possibilité, que la Turquie puisse devenir le noyau dur, parce que c'est un pays très peuplé et riche comparé aux autres dans cette région, l'idée que la Turquie puisse devenir un peu le noyau d'un marché commun islamique, pour le moment et à vue humaine, ça paraît absolument pas crédible. Ouais. Hein. Quitte à avoir un partenariat privilégié avec l'Europe. Par contre, il y a une possibilité qui n'est pas stupide, hein, enfin, qui est discutable, qui, à mon avis, qui doit faire partie du débat démocratique sans qu'on se fasse traiter de raciste ou d'anti-turc, c'est de dire, est-ce qu'il faut un partenariat privilégié? Cette option-là devrait être sur la table en définissant le partenariat privilégié. Voilà. Ce que ne veulent pas les Turcs pour des raisons tactiques évidentes, hein. Mais je pense maintenant, c'est un peu tard, puisque dans un processus d'adhésion, mais je pense que ça aurait dû être discuté de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus ouverte. Hein. Ouais. Alors pourquoi les Français ont-ils si peur de l'arrivée de la Turquie dans l'Europe? Il y a bien sûr ce problème de l'islam
en arrière-fond, je dirais. Franck Frégosi, bonjour. Vous êtes, vous, co-auteur donc, des musulmans de France et d'Europe aux éditions CNRS, une très belle étude sur la question. Comment l'Europe et la France en particulier perçoivent-elles cette arrivée précisément des Turcs dans leur giron ? Je crois que l'islam n'est pas du tout en arrière-fond, il est au devant. Hein. Je crois que là, tout à l'heure on l'a dit, il y a un faux débat. On a essayé d'évoquer effectivement la dimension économique, culturelle qui est réelle, mais le vrai problème, il est que fondamentalement, au travers du débat d'intégration de la Turquie, cette espèce de scepticisme à l'égard de la présence islamique, qui est général dans l'espace européen, dans plusieurs sociétés, on sent bien qu'il y a une crispation identitaire très forte. Et le débat sur la Turquie a contribué, j'allais dire, à des verrous ont sauté. On l'a vu dans la campagne électorale, le débat sur l'islamisation aujourd'hui de la France, repris par Philippe de Villiers. Donc il y a une sorte de banalisation aujourd'hui du discours islamo-sceptique. Et le débat sur la Turquie contribue à réaccentuer en disant, mais vous vous rendez pas compte, l'islam est à nos portes. Mais l'islam est déjà dans l'espace européen. La France compte de 3-4 millions de musulmans, dont la majorité sont des citoyens français. En Allemagne, l'islam est majoritairement un phénomène d'origine turque. Donc le problème est déjà largement dans nos sociétés. La discussion est engagée, simplement, elle prend une tournure. J'allais dire, on voit réapparaître un certain nombre de phobies qui semblent assez caractéristiques, mais c'est un climat assez général dans l'ensemble de l'espace européen. La France, de ce point de vue-là, n'est pas spécifique. Oui, mais d'un autre côté, il y a une spécificité française. C'est-à-dire qu'en France, la France est le pays qui accueille en Europe le plus de musulmans. On pourrait dire que c'est le pays le plus musulman d'Europe en raison de pourcentage. Mais là aussi, quand on parle de musulmans, de quoi parle-t-on ? Tout à l'heure, on l'a dit, la grande majorité des musulmans de France ont une relation très distendue à la pratique religieuse. Ce sont plutôt des musulmans culturalistes. Oui, vous donnez les chiffres dans votre livre, entre 5 et 10% des musulmans de France pratiquent en fait. Oui, la pratique religieuse est peut-être un peu plus élevée dans certaines populations. C'est vrai que du côté des populations originaires de Turquie, on est un peu plus pratiquant, plus observant que chez les Algériens. Mais il faut rapporter cela à l'ensemble de la société. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a aussi l'émergence de cette forme de religiosité, notamment parmi l'émergence de classes moyennes qui n'hésitent pas à afficher une religiosité dépassionnée, détraumatisée, et qui souhaite trouver sa place dans la société. Or, dans le débat d'aujourd'hui, on a systématiquement tendance, dès lors qu'on évoque la question de l'islam, à renvoyer cela comme étant l'altérité absolue. L'islam fait aujourd'hui partie de la réalité religieuse européenne, et cela vaut pour la France, cela vaut a priori pour la Grande-Bretagne et pour l'Allemagne. Donc on aurait tort systématiquement de considérer qu'on a affaire à, on l'a évoqué tout à l'heure, un choc de civilisation. Nous sommes déjà depuis des décennies, l'islam est présent dans l'espace européen, une présence dans l'ensemble relativement paisible, même si de temps en temps il y a effectivement des crises qui interviennent. Et vous pensez que l'islam peut vraiment cohabiter avec les autres confessions au sein même de l'Europe ? Il cohabite de fait. J'allais dire, la grande différence, c'est que l'islam ne fait peut-être pas partie de l'histoire longue de l'Europe, et encore, c'est un élément plutôt, j'allais dire, du moins dans sa composante issue de l'immigration récente, mais en même temps, historiquement parlant, on a évoqué la question, je dirais, de la Turquie, qui pour moi historiquement fait partie de l'espace européen. Dans l'Empire ottoman, on a eu quand même un système de cohabitation très administrative, établi par les sultans qui fonctionnait, et de manière générale aujourd'hui, mettons l'accent aussi sur les formes d'interaction qui existent. Au travers du dialogue interreligieux, un certain nombre de structures existent. À l'échelle des villes, il ne faut pas souvent raisonner à l'échelle des capitales, où c'est vrai que le débat souvent centralisateur ne fonctionne pas. Dans les communes, des démarches qui sont faites de paroissiens qui veulent aider les communautés musulmanes, c'est aussi ça. Il faut qu'on descende peut-être des grands débats théoriques sur la confrontation de l'islam et de la chrétienté ou de la laïcité, voire au quotidien qu'on parle d'individus. Ouais. Et que ces individus ont des stratégies, c'est vrai, comme les autres, mais sont aussi engagés dans leur quotidienneté, dans des rencontres permanentes. Et tenons compte du fait que, notamment en France, l'islam, à tort ou à raison, serait la deuxième religion, est une religion qui, majoritairement aujourd'hui, concerne des citoyens français. Mais vous parlez de cette défiance qui est en fait généralisée en Europe, mais aussi spécifiquement française, alimentée par tout le débat qui a lieu à l'heure actuelle sur la laïcité et l'anniversaire aussi de la loi de 1905. Je crois qu'il y a plusieurs strates dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une islamophobie à la française. Il y a le vieux fond de l'extrême droite qui est recyclé récemment par Philippe de Villiers sur l'islamisation de la France, donc la Marianne voilée. Il y a ensuite une composante qui est la composante un peu plus populiste, type qu'on trouve dans certains ouvrages de Brigitte Bardot notamment, où là on sent bien une haine raciste qui intervient, où l'islam est un prétexte. Et puis il y a une nouvelle composante qui est peut-être une composante idéologique, vous l'avez évoqué, qui souvent prend argument d'une république a priori assiégée pour désigner les musulmans comme étant ceux qui seraient à l'origine d'une sorte de l'émiettement du pacte républicain. Alors c'est
un discours qui est assez subtil. On ne veut pas stigmatiser la religion, mais en gros on dit il faut peut-être émettre des conditions, un peu comme avec la Turquie. On va émettre des conditions, il faudrait pratiquer une sorte de mise en quarantaine des musulmans tant qu'ils n'ont pas réformé leur religion. Or, là aussi, il y a tout un débat, on fait un débat anachronique, on imagine effectivement qu'il n'y a pas eu de réforme dans l'islam, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Simplement, qui dit réforme ne veut pas dire forcément une réforme protestante, il y a d'autres manières de concevoir. J'allais dire l'adaptation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'accommodation de la pratique de l'islam à un contexte qui n'est pas a priori musulman. Ouais. Et dans le débat sur la laïcité, c'est vrai que dans une période de commémoration, on a un peu tendance parfois à chercher des boucs émissaires et finalement l'islam se prête parfois à ce type d'analyse. C'est vrai que cette stigmatisation, je dirais presque systématique, a presque un effet pervers, c'est qu'elle a tendance à radicaliser les musulmans eux-mêmes, non ? Mais disons qu'en tout cas, pas tous, mais ça a tendance à, pour certains, à alimenter l'idée sur laquelle finalement, vous pouvez parler de laïcité, la laïcité serait une laïcité un peu partisane. Et notamment lorsqu'on évoque la question les questions de lieu de culte ou autre, on constate que à chaque fois qu'on est confronté à des demandes émanant de communautés musulmanes structurées, on a tendance à monter systématiquement à imposer des clauses supplémentaires. En disant oui, mais il faudrait qu'il y ait un financement absolu, aucun financement extérieur. La loi française ne demande pas qu'il y ait un financement national. Simplement, pourquoi, dès lors qu'on a affaire à des demandes basiques de lieu de culte, s'agissant de l'islam, on va systématiquement, les élus en général, vont rajouter des clauses supplémentaires. Donc la mise en place, et ça alimente un phénomène, j'allais dire, de victimisation. Je crois que c'est ça, on a évoqué tout à l'heure la question de la montée du nationalisme. Moi, ce que j'observe aussi dans les communautés musulmanes, c'est la montée d'un discours de victimisation. Et là, nous entrons dans une logique extrêmement perverse, où finalement, chacun va essayer d'apparaître comme plus victime de l'autre, et ça ne fait pas du tout avancer le débat. Et donc, il y a ce risque évident que les musulmans ont tendance à, parfois, certains, devant cette généralisation de l'islamo-scepticisme, parfois cultiver leurs différences à l'extrême, mais aussi à se replier sur eux-mêmes. Je crois que là, c'est aussi un enjeu qu'il faut prendre en compte. Il y a une visibilité donc certaine, une identité souvent mise à mal. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les événements du 11 septembre contribuent logiquement, je veux dire, à avoir cette peur aussi qui est intrinsèque maintenant? Disons que ça a été le verrou qui a sauté. À partir du 11 septembre, il y a eu le 11 mars pour l'Espagne, puis les attentats en Grande-Bretagne. Donc depuis, il y a eu un enchaînement effectivement d'un certain nombre de situations dramatiques qui ont contribué, j'allais dire, à peut-être à libérer une certaine forme de parole islamophobe. Je veux dire, on ne prend plus tellement de gants aujourd'hui pour évoquer ce qui me paraît légitime, la critique de l'islam en tant que pensée, au même titre que le christianisme, que le judaïsme. Mais là, on a glissé d'un cran. On passe de la critique des idées à la stigmatisation des individus. Ce que j'appelle tout à l'heure la mise en quarantaine. Et là, je pense que c'est une pente extrêmement dangereuse. Et on constate que ce discours va de pair, justement, avec une réaffirmation identitaire et un discours nationaliste, alors qui, dans les sociétés, se retrouve, mais qui est aussi le reflet, à mon avis, d'une crise en profondeur des sociétés européennes. Les Pays-Bas, il y a une crise profonde du système de pilarisation. En Espagne, il y a une crise permanente qui prend plutôt une forme xénophobe. On l'a vu en Andalousie récemment, ou en Italie. Donc, et chaque société a ses particularités. Bon, en France, il y a cette tonalité un peu plus idéologique. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut appeler, de manière générale, l'islamophobie, que je distinguerait quand même du simple fait de critiquer une pensée religieuse. Je crois que la critique est légitime, elle est nécessaire, elle est vitale. Mais quand on passe de la critique d'une pensée, de ses sources, à la stigmatisation d'une population, je crois que là, il y a un danger qu'il faut pouvoir signaler. Mais c'est vrai qu'en France, les protestants et les juifs ont une longue tradition, je dirais, de cohabitation républicaine, ce qui n'est pas forcément le cas, en l'occurrence, des musulmans. Historiquement, la France a été quand même eu des responsabilités dans le monde colonial, notamment en Algérie, et alors qu'elle avait tous les moyens de faire appliquer la loi de séparation, elle ne l'a pas fait. Il faut quand même rappeler aussi que l'exception musulmane à la laïcité dans la longue durée, c'est surtout une exception administrative. C'est-à-dire que c'est l'État français colonial qui n'a jamais voulu appliquer clairement la loi de séparation au culte musulman en Algérie. Donc là aussi, c'est peut-être une autre fonction de fonctionner un petit peu la mémoire gommeuse. On oublie que lorsque la France a été confrontée à un certain nombre de réalités durant la colonisation, elle n'a pas souhaité non plus que le système qui était appliqué en métropole le soit dans les territoires, dans les colonies. Et cela reste aussi dans la mémoire, ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, on a dans le débat français, sur la question de l'organisation du culte musulman, certains notables communautaires qui sont ravis finalement que l'État organise l'islam à leur place. Alors, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la jeune population musulmane de France. Elle fait l'objet de convoitises sans précédent. Alors, il y a deux grandes tendances. Il y a un islam qu'on peut qualifier de fondamentaliste, quand même très présent en France, et puis un autre islam que vous qualifiez des tenants d'un islam gallican, en fait, qui là est plus dans la norme, je dirais, non ? Écoutez, je crois que je ne sais pas trop ce qu'est la norme. En tout cas, s'agissant des jeunes générations de musulmans en France, elles sont aujourd'hui, il y a un décalage frappant entre le discours des notables communautaires et ce que ces jeunes vivent au quotidien. Alors, une frange d'entre eux sont plutôt, je dirais, pas forcément fondamentalistes, mais réfléchissent à une manière d'articuler leur religiosité avec la citoyenneté, dans ce que j'appellerais un islam civique,
Comment peut-on être à la fois musulman et français et engagé dans la cité? Puis il y a une frange qui effectivement n'attend plus rien. La société n'est qu'à tendance à un repliement, notamment dans les milieux salafistes, où finalement l'objectif n'est plus tellement d'être partie prenante de la société française, mais de reconstituer des îlots, une sorte de pureté religieuse, un petit peu une sorte d'élite puritaine. Et c'est là où se présente le risque est grand, parce que finalement, cette population-là est complètement en rupture, non seulement avec sa communauté, mais avec la communauté nationale. Donc il y a ces deux constantes. Ensuite, la grande majorité est plutôt dans une logique de mimétisme. Vous avez évoqué la question d'un islam gallican, je dirais plutôt d'un islam neutralisé, c'est-à-dire que la dimension islamique est purement réduite à la dimension culturelle. Il y a même certains musulmans qui disent mais nous on va être comme les cathos. C'est-à-dire qu'on veut avoir une relation très détachée avec la majorité des catholiques, je m'entends, détachée avec la pratique religieuse. On est musulman au moment du ramadan, mais sinon le reste du temps, on n'a pas besoin d'afficher une appartenance islamique particulière. Donc on a affaire là aussi, l'univers de l'islam en France et en Europe est un islam extrêmement pluraliste et on aurait tort de vouloir enfermer tout cela comme étant l'islam. Il y a pluralité de comportements musulmans, plus ou moins liés à l'observance de la religion. Il y a quand même un point commun, c'est l'islam des ghettos, que vous décrivez bien dans votre livre, avec cette situation très particulière, propre à la France, de logement d'après-guerre, confronté à une crise sans précédent, et au baby-boom, avec ces habitations donc, à caractère social, bon marché, qui ont été construites de toutes pièces, à la va-vite, et qui contribuent en fait à alimenter un islam des ghettos. Alors je dirais que oui, effectivement, mais ça c'est beaucoup plus phénomène aussi d'urbanisation qui est lié aussi à une focalisation de populations issues de l'immigration. L'islam n'est pas la seule variable, mais il y a quand même des évolutions aujourd'hui qui sont perceptibles, on en parlait tout à l'heure, à savoir que notamment parmi les populations issues de l'immigration turque, le réflexe de plus en plus est de parvenir à être propriétaire de son domicile, donc à sortir de cette logique de ghettoisation. Et ça c'est quelque chose sur lequel on en parle très très peu. Il y a aussi une volonté de la part des populations que nous identifions comme musulmanes de sortir de cette logique d'enfermement dans les ghettos, et notamment y compris sur la dimension religieuse. On a beaucoup effectivement parlé de l'islam des banlieues, de l'islam des caves, on en parle beaucoup moins dans ce livre pour la bonne et simple raison que c'est une étape qui à mon avis est en partie passée. De plus en plus, notamment en région parisienne, on assiste à ce qu'on appelle l'islam pavillonnaire. Donc la volonté d'implanter des lieux de culte dans les zones pavillonnaires et non plus uniquement dans l'espace étroit des cités HLM. Donc ce qui témoigne aussi qu'il y a des mutations. Je crois qu'il faut bien tenir compte du fait que les musulmans dans l'espace européen n'échappent pas aux mutations environnantes. Et notamment une volonté aussi de se prendre en main, de sortir d'une logique où ils sont toujours un petit peu stigmatisés. Et notamment dans l'habitat, le véritable enjeu, il est là. Alors ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience des communautés d'essayer d'extraire l'islam, de ne pas résumer l'islam à uniquement la banlieue. L'islam existe aussi au cœur des villes, et notamment au cœur des lieux dans lesquels les musulmans travaillent. Donc là aussi, il y a une évolution dans la localisation des lieux de culte qui est importante, qui témoigne aussi de l'évolution des mentalités, de la configuration religieuse de l'islam en France. Alors comment abandonner également ce sentiment d'exclusion dont l'islam se dit aujourd'hui victime? Alors vous, dans votre livre, vous mettez l'accent sur également la population carcérale. On sait en France, en grande partie d'origine musulmane, les chiffres aujourd'hui le prouvent et toutes les études vont dans ce sens. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai problème, c'est que faire de cette population qui se trouve un peu livrée à elle-même, en proie également à des récupérations d'ordre religieuse, du fait du manque d'imams, dites-vous, par exemple, dans les prisons aujourd'hui en France. La prison est souvent le lieu où se nouent des relations entre les islamistes radicaux et les jeunes plus modérés, mais aussi un peu paumés. Plus largement, je crois que la question, c'est effectivement la question des aumôneries. Et notamment, vous évoquez le monde pénitentiaire. Il y a manifestement un déficit en la matière. Et là où il y a expression religieuse, il y a nécessairement maître en religion. Donc il est nécessaire que dans ce cas de structure fermée, il y ait des interlocuteurs. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a pas beaucoup à l'heure actuelle d'aumôniers, donc il appartient là aussi, c'est une attribution de la puissance publique, mais puisqu'il existe un organe représentant le culte, de prendre en charge cet élément, car il n'est pas souhaitable effectivement que la population carcérale musulmane ne dispose pas d'interlocuteurs. Je crois que le vide n'est jamais bon en la matière et ils ont besoin d'avoir, je dirais, de consulter régulièrement l'équivalent de quelques directeurs de conscience, mais en tout cas qui puissent leur fournir un certain nombre de réponses qui leur permettent de ne pas cultiver ce sentiment de victime. Mais je crois que nous ne trompons pas, la réponse vis-à-vis de ces populations, c'est avant tout une réponse économique et sociale. Je crois qu'on a un peu une tendance un peu trop rapide aujourd'hui à tout ramener à l'islam. Vous avez tout un discours ambiant sur ce qui se passe dans les banlieues, c'est l'islam. Les tournantes en banlieue, c'est l'islam. La violence urbaine, c'est l'islam. J'ai l'impression qu'on voit l'islam de partout et finalement nulle part. Le vrai problème, il est avant tout un problème d'exclusion sociale, je dirais de non-prise de pied dans le monde économique et pas du tout a priori un problème simplement d'ordre religieux. La question religieuse,
elle existe, elle est présente, mais c'est un des aspects. Je crois que le plus grand, le gros problème, il est plutôt avant tout de trouver sa place dans la société, dans ses structures économiques, et pas vraiment, et plus vraiment la question religieuse. Même si aujourd'hui on a tendance systématiquement, c'est un peu le paradoxe, on réaffirme la dimension religieuse et c'est pas forcément toujours les musulmans qui la mettent en avant. C'est souvent les décideurs. Alors c'est paradoxal dans une société sécularisée comme la nôtre, où systématiquement on met en avant la question religieuse, alors que fondamentalement il y a une sorte de banalisation du rapport à la religion, y compris chez les populations qui sont d'origine musulmane. Alors, l'occasion de conclure, puisqu'il reste maintenant 3 minutes. Peut-être que on peut revenir un court instant sur le foulard islamique qui a peut-être mis le feu aux poudres de façon très, très, très maladroite face à un problème qui n'existait pas, en fait. En France. En France. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Ça répondra à la question. On ne serait pas, des fois, face à un problème tout bête de classe sociale, de pauvres. Je veux dire, on entend assez peu parler des musulmans très riches qui vivent en France, vous avez remarqué. Bon, moi, je pense que le point central, c'est qu'on a la conjonction de deux discours, enfin d'un discours de rejet, de tension sociale et de rejet des pauvres. De lumpenprolétariat, qui au XIXe siècle était plutôt belge d'ailleurs, curieusement, ou plus tard un peu polonais. Aujourd'hui, il se trouve que c'est des gens qui viennent, qui ne sont pas des musulmans. Issus de l'ère musulmane. Voilà, parce que, et puis ils ne sont pas structurés sur la base musulmane, ils sont structurés sur des bases nationales. C'est-à-dire que les mosquées turques, elles sont turques, les mosquées marocaines, ils y tiennent beaucoup, c'est marocain, algérien, corrigez-moi si je me trompe, mais la structuration est nationale. Donc, là-dessus, l'État soi-disant laïque, et Sarkozy, je pense, est le meilleur exemple, mais il y a eu avant lui, impose un discours qui est ultra-communautariste. C'est très étrange. C'est-à-dire, il dit, vous êtes musulmans, donc vous devez forcément travailler ensemble, vous devez forcément... etc. Pourquoi ? Enfin, il n'y a pas de raison. Et puis, là-dessus, on a le discours de la bonne conscience de gauche, qui est un discours aussi de lutte de classe sociale, en fait, de la part de la bourgeoisie intellectuelle du PS, notamment, qui a eu des dérapages, mais scandaleux de ce point de vue, où on nous explique que on peut être islamophobe, c'est au nom du droit des femmes, du voile, etc. Et là, je dis qu'il y a un dérapage, mais vous l'avez souligné, mais il faut y revenir, c'est un dérapage extrêmement dangereux. Au nom du droit des femmes, au nom de tout ce qui finalement, ce qui produit un sentiment facile d'indignation, ce qu'on fait, c'est un discours de stigmatisation sociale pure et simple. Donc la question du voile, je dirais, c'est un bon thermomètre de notre difficulté à gérer notre pauvreté. Voilà. Franck Frégosi, le mot de la fin. Oui, mais je crois qu'effectivement, si après tout l'islam, d'ailleurs ce livre, on l'avait fait un hommage à Jérémy Levaux, si après tout l'islam n'était pas l'expression d'un mouvement social, je crois que derrière l'islam aujourd'hui se manifestent des raisons qui sont davantage des raisons d'ordre économique et social que des raisons fondamentalement religieuses. Mais ça, on aime bien finalement nous fonctionner par bouc émissaire et par agglutine. Non, je crois que la réalité, elle est avant tout économique et sociale, et l'islam est un élément secondaire qu'il ne faut pas du tout méconnaître, au contraire, et le gros problème d'aujourd'hui, c'est la méconnaissance permanente. N'importe quelle manifestation est étiquetée comme étant nécessairement islamique. Enfin, on peut aussi imaginer que les personnes issues de l'immigration turque ou marocaine, lorsqu'elles vivent au quotidien, ne se posent pas en permanence la question de savoir si cela est conforme ou non à la religion. Une partie d'entre elles le fait, mais la grande majorité a d'autres soucis. N'oublions pas que lorsqu'on est l'immigration, c'est avant tout exploité à force de travail. Donc il y a un vrai problème de trouver sa place dans le marché du travail. La question religieuse intervient, mais à mon avis, elle intervient en second lieu. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à inverser les priorités. Très bien, écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus participer à je dirais pas à ce débat, mais en tout cas à l'étude de cette question sur ce plateau de KTO Magazine. Vous pouvez retrouver donc toutes les coordonnées de nos invités sur notre site internet www.ktotv.com. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.